et bienvenue dans l'épisode 2 de cette série de vidéos dédiée à la philosophie de Spinoza. Alors, dans cette vidéo, on va répondre à une question qui intéresse beaucoup de monde, qui est pourquoi même quand on est extrêmement motivé, il est si difficile d'arrêter de fumer. Alors, au début de la vidéo, vous n'allez pas forcément comprendre le rapport qui existe entre les concepts abordés et la question. C'est vraiment qu'à la fin que vous saisirez la cohérence de l'ensemble. Allez, c'est parti. Éthique, livre 2, définition de l'individu. Quand certains corps de même grandeur ou de grandeur différente sont contraints par les autres corps à rester appliqués les uns contre les autres, ou, s'ils se meuvent à la même vitesse ou à une vitesse différente, sont contraints à se communiquer leurs mouvements les uns aux autres selon un certain rapport, nous disons que ces corps sont unis entre eux et que tous composent ensemble un seul corps, c'est-à-dire un individu qui se distingue des autres par cette union des corps. Pour Spinoza, l'individualité d'un corps est définie par le fait que les corps qui le composent, ses parties, sont contraintes à entretenir entre elles un rapport de mouvement. Et ensuite, le même principe s'applique aux parties elles-mêmes, et ainsi de suite à l'infini. Donc, on peut en réalité décomposer un individu donné en une infinité de corps qui entretiennent des rapports de mouvement. Par exemple, prenons une voiture. Les roues de la voiture entretiennent par rapport au reste de la voiture un rapport de mouvement. Mais la roue elle-même est composée d'un pneu et d'une chambre à air qui entretiennent un rapport de mouvement. Et le pneu lui-même est composé de molécules de caoutchouc qui entretiennent entre elles un rapport de mouvement. Et une molécule de caoutchouc est elle-même composée de quarks et ainsi de suite à l'infini. Cette définition de l'individualité s'oppose en quelque sorte à la définition de l'individualité par le contour ou la forme. Alors on pourrait questionner cette définition en utilisant l'exemple des vêtements. Est-ce que les vêtements font partie de notre individualité ? Parce qu'ils ont cette particularité d'entretenir un rapport de vitesse très précis avec notre corps pendant toute la journée, mais pourtant le soir vous pouvez les retirer et les plier, et ce rapport se termine. Donc, qu'en est-il ? Personnellement, j'aime bien cette ambiguïté qu'entraîne cette définition de l'individualité vis-à-vis des objets comme les vêtements parce que je trouve qu'elle fait écho à l'ambiguïté du rapport qu'on peut avoir avec ces objets. Et oui, les vêtements n'ont pas qu'une utilité pratique, ils ne sont pas que des bouts de tissu qui nous protègent du froid. On sait à quel point ils sont importants dans tout ce qui est relations sociales, comment certains déclarent leur identité à travers leurs vêtements. Et on sait aussi comment les uniformes sont importants dans le cadre institutionnel. Donc certes, définir les choses par des rapports de mouvement, ça rend ambigu les contours de l'individualité, mais je pense que c'est pour le mieux. Cette définition de l'individualité des corps était importante pour comprendre les affections dont on va parler immédiatement. Éthique, livre 2, axiome 1 sur les rapports entre les corps. Toutes les modalités selon lesquelles un corps est affecté par un autre corps suivent de la nature du corps affecté en même temps que la nature du corps qui l'affecte, de sorte qu'un seul et même corps est mu selon diverses modalités, en raison de la diversité des corps qui le meuvent, et que, inversement, divers corps sont mus selon diverses modalités par un seul corps. Une affection est la rencontre entre deux corps, via leur surface d'affection, rencontre qui produit potentiellement une modification de ces corps. Cette modification est une modification des rapports de vitesse existant entre les parties des corps. Cette modification arrive via les surfaces d'affection, mais les surfaces d'affection ne sont pas nécessairement les parties modifiées. Et enfin, la nature des modifications qui ont lieu dépend de la nature des deux corps. Par exemple, la rencontre entre une fraise en rotation et du métal est une affection. Les surfaces d'affection sont les points de contact, les modifications des rapports de vitesse sont une légère usure pour la fraise et un vol de copeaux pour le métal usiné. Évidemment, si la fraise était en caoutchouc, ou si le métal était en fait du titane, la rencontre ne se passerait pas du tout de la même manière. Donc, le résultat de l'affection dépend bien de la nature des deux corps. Autre exemple, Mélenchon qui s'adresse à une foule. Mélenchon affecte la foule à travers sa gestuelle et sa voix. Et il est lui-même en même temps affecté par le retour que lui fait la foule. La nature de l'affection va dépendre à la fois de la nature de Mélenchon, donc de la nature de sa prestation, mais aussi de la nature du public. S'il faisait exactement le même discours avec la même gestuelle, mais devant des gens qui ont une sensibilité politique de droite, mettons, il ne produirait pas du tout le même effet.
Et de manière générale, tout ce qui arrive dans le monde est affection de corps par des corps. Et donc tout ce qui vous arrive, vous aussi, dans votre quotidien, c'est des affections de corps sur le vôtre. Et dans toute affection, il y a lieu de s'interroger sur à la fois la nature du corps affectant, mais aussi la nature du corps affecté, les surfaces d'affection, et les modifications qui en résultent. Personnellement, je trouve ça formidable comme manière de percevoir le monde. Plutôt que de chercher à définir les choses en elles-mêmes, donc celui-ci serait comme ci, celui-ci est comme ça, ce qui a tendance à figer les choses, et souvent pour le pire, chercher à caractériser la nature des interactions, donc des affections, me paraît souvent beaucoup plus intéressant et plus fécond. En somme, on vient remplacer la question « qui es-tu » par la question « comment est-ce que tu interagis avec le monde ?» Par exemple, plutôt que de dire « Pierre est social et Paul est timide », on va plutôt dire « Pierre arrive bien à interagir avec les autres sapiens, alors que Paul a du mal à établir des relations. » On voit bien que ça mène pas du tout aux mêmes réflexions. L'homme est donc un corps. Et donc comme tout corps, l'homme rencontre d'autres corps qu'il affecte et qu'il affecte lui-même. Présenté comme ça, on a l'impression d'être un peu l'équivalent d'une méduse au milieu de l'océan, à la merci des rencontres. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on expérimente. On voit bien que l'homme agit, l'homme pense, l'homme fait plein de choses. Alors pour comprendre ça, on va maintenant parler du conatus. Éthique, livre 3, proposition 6. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Cet effort de persévérance s'appelle le conatus. Ce que nous dit Spinoza, c'est que tout ce qui existe, que ce soit un atome de carbone, un caillou, une plante, un animal ou un homme, ou je ne sais quoi, l'intégralité de cette chose est dédiée au conatus. Tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait est dédié à cet effort de persévérance dans l'être. Attention, ça ne signifie pas que cet effort est conscient et qu'un caillou établirait des stratégies de persévérance dans l'être. C'est uniquement de fait que les choses s'efforcent de persévérer dans l'être. Bien entendu, les conatus de chaque chose sont très différents les uns des autres. De plus, il s'agit bien d'un effort, pas d'un résultat. Donc on peut échouer. Et c'est en fait ce qui arrive pour toute chose, puisque toute chose finit par disparaître. Par exemple, une plante s'efforce de persévérer dans l'être en déployant des racines dans la terre pour absorber des nutriments et des feuilles dans l'air pour effectuer la photosynthèse, et en faisant bien d'autres choses. Elle n'a bien sûr pas conscience à proprement parler de ça. Elle ne le vit probablement pas elle-même comme un effort, mais de fait, c'est ce qu'elle fait. L'effort de persévérance dans l'être d'un singe, c'est encore autre chose. Il est nettement plus sophistiqué et d'une nature très différente. Et l'effort de persévérance dans l'être d'un caillou, lui, est très basique. On pourrait dire qu'il se contente en quelque sorte d'être ce qu'il est, et c'est tout. Et évidemment, le conatus de l'homme est le conatus le plus sophistiqué. Il est très important de saisir l'aspect totalisant du conatus. On a l'habitude pour les hommes de faire une différence entre la vie et la survie. Et puis on hiérarchise aussi les besoins. Vous avez sans doute entendu parler de la pyramide de Maslow, par exemple. Spinoza, d'une certaine manière, rejette tout ça. Pour lui, que vous soyez en train de respirer, de chasser un mammouth avec votre tribu, de regarder une vidéo sur YouTube sur Spinoza ou de planter des fleurs, dans tous les cas, vous êtes en train de vous efforcer de persévérer dans l'être. Alors normalement, vous avez cette question qui vous vient à l'esprit. Quelqu'un qui se suicide s'efforce-t-il de persévérer dans l'être? Et c'est une excellente question. La réponse est oui. On ne va pas pouvoir expliquer pourquoi dans cette vidéo, puisque c'est un problème de connaissance. Et la connaissance, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Maintenant qu'on sait que le conatus est la totalité de l'homme, on va s'efforcer de décrire autant que possible la nature de ce conatus. Et pour ça, on va commencer par parler du désir. Éthique, livre 3, chapitre 1 de la définition des affects. Le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée par une quelconque affection d'elle-même à accomplir une action. Autant le dire tout de suite, le désir chez Spinoza est très différent de la définition classique du désir. Pour Spinoza, le désir est directement lié au mouvement lorsqu'il est souhaité. Vous désirez quelque chose lorsque vous effectuez le mouvement qui correspond à cette chose. Et en même temps que vous avez ce mouvement, vous en avez conscience. Et c'est de cette manière qu'on est affecté de désir. Par exemple, vous êtes dans votre lit un soir d'hiver, et vous ressentez l'envie d'aller vous chercher une pomme.
Ce n'est que lorsque vous irez chercher cette pomme que vous désirerez aller chercher cette pomme. Tant que vous restez au chaud sous votre couette, parce qu'il fait froid dehors, et que vous êtes bien dans votre lit, eh bien, vous ne désirez pas aller chercher cette pomme. Et au moment où vous allez vous lever pour aller chercher cette pomme, alors vous êtes affecté du désir d'aller chercher cette pomme. Il faut bien saisir la grande différence qui existe entre la définition spinoziste du désir et la définition classique. Habituellement, on définit le désir comme une partie de l'être humain, et on le définit comme une tension issue du manque. Par exemple, j'ai faim, je suis en quelque sorte en manque de nourriture, donc je désire manger. Et il existe de nombreuses théories sur l'idée qu'on devrait maîtriser ou lutter contre ces désirs. Le désir de Spinoza est tout autre. L'être humain est un être intégralement désirant. En tant que nous existons et que nous agissons, nous sommes mus par nos désirs. Il devient donc absurde de chercher à lutter contre ces désirs, puisqu'il n'y a rien en nous qui pourrait le faire. La seule question qui demeure est donc la suivante. Comment oriente-t-on nos désirs ? Alors vous avez peut-être une objection en tête. Lorsque je suis dans mon lit et que je pense à cette pomme, je ressens quelque chose vis-à-vis de cette pomme, cette chose qu'on appelle habituellement désir. Pourtant, je ne suis pas en mouvement. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une forme de tristesse, le regret. On va voir plus tard ce que sont les affects de tristesse et de joie. Vous avez dû comprendre que nous sommes intégralement conatus et que nous sommes intégralement désir. Donc oui, en effet, le désir chez Spinoza est bien équivalent au conatus. Alors, si la question est de savoir comment orienter nos désirs, eh bien, comment oriente-t-on nos désirs ? Pour cela, nous allons d'abord parler de l'imagination, puis des affects. Éthique, livre 2, corollaire de la proposition 17. L'esprit pourra considérer comme présent, bien qu'il ne soit ni présent ni existant, les corps extérieurs qui auront affecté une fois le corps humain. L'imagination est la capacité qu'a l'homme de créer et de convoquer des réseaux d'images des affections des corps extérieurs. Explication. On rencontre des corps extérieurs via nos surfaces d'affection. Ces rencontres ont pour conséquence à la fois de faire qu'on considère l'objet affectant comme présent, par son affection, mais aussi qu'on inscrit une image de cette affection dans notre corps. Pour rappel, cette affection dépend à la fois de la nature du corps extérieur et de notre propre corps. Ensuite, ces images s'enchaînent entre elles selon deux critères principaux, la simultanéité et la ressemblance. Et imaginer, c'est considérer quelque chose comme présent à partir de l'image d'une affection. Les chaînes qui existent entre les affections font qu'on a tendance à considérer comme présent aussi le voisinage des affections qu'on imagine. Par exemple, mettons que je regarde une lampe. Quand je regarde une lampe, je suis affecté par un corps extérieur et je vais considérer comme présent l'affection de ce corps extérieur sur mon corps. Donc là, en l'occurrence, l'image de la lampe. En même temps que je considère cette lampe comme présente, je vais créer une image de cette lampe au sein de mon imagination. Ainsi, si je ferme les yeux, j'ai la capacité de convoquer cette image, ce qui va me permettre de considérer comme présent un objet qui n'est pas en train de m'affecter. Donc là, en l'occurrence, je vais penser à la lampe alors que j'ai les yeux fermés. Ensuite, mettons que cette lampe se situe dans une pièce très chaude. À chaque fois que je vais être affecté par cette lampe, je vais aussi être affecté par l'air chaud. Donc les images respectives de cette lampe et de l'air chaud vont être enchaînées. Donc si j'imagine cette lampe, je vais aussi imaginer l'air chaud. C'est ça le critère de simultanéité. Maintenant, mettons que cette lampe soit une de ces lampes qui peut changer de couleur et qu'elle soit devenue bleue. Alors, je vais créer une nouvelle image de la lampe en tant que bleue et je vais l'enchaîner à l'image de la lampe orange. Pourquoi ? Parce que je vais considérer que cette lampe orange et cette lampe bleue sont semblables. Dans le futur, si j'imagine la lampe, je vais à la fois l'imaginer en tant que orange et aussi en tant que bleu. Et si un jour je suis affecté de nouveau par cette lampe, donc si je la regarde de nouveau, si elle est orange, je vais me dire « Ah tiens, elle n'est pas bleue aujourd'hui », et si elle est bleue, je vais me dire « Tiens, elle n'est pas orange aujourd'hui ». Mais en aucun cas, je vais me dire « Elle n'est pas verte aujourd'hui », puisque j'ai pas d'image de la lampe verte associée. Alors, maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Chaque homme étant différent et effectuant des rencontres différentes au cours de sa vie,
Chacun en fait va se créer son propre réseau d'images. Et étant donné que nous sommes affectés par de nombreux objets au quotidien, chacun va avoir de nombreuses associations qui lui sont propres. Et c'est pour ça que la vie fait que toutes nos imaginations ont tendance à diverger les unes des autres. Mais il existe aussi des cas où on a des associations, des enchaînements communs. Par exemple, le langage est une tentative pour avoir des associations communes. Par exemple, pourquoi est-ce que quand je dis le mot banane, vous pensez à l'excellent fruit qui a une peau jaune? Eh bien, parce que les premières fois que vous avez entendu le mot banane, quand vous étiez enfant, vous avez vu simultanément le fruit. Et en fait, tous les parents effectuent ce travail avec leurs enfants. Aucun parent ne s'amuse à utiliser le mot poire en présentant une banane devant son enfant. Donc c'est pour ça que tous les enfants vont penser au même objet, au même fruit, lorsqu'ils entendront le mot banane. Par contre, les associations peuvent évidemment diverger lorsque les parents utilisent des mots qui font moins consensus, comme fonctionnaire, banquier, musulman, mérite, enfin ce genre de choses. Là, ce sont des exemples où les chaînes imaginatives associées à ces objets peuvent à la fois converger dans leur sens premier, mais diverger dans tout ce qu'on peut rattacher à ces mots. Alors, pour le moment, on comprend donc pourquoi on associe au son banane le fruit banane, mais on ne sait pas pourquoi certains salivent lorsqu'ils entendent ce mot, quand d'autres ressentiront du dégoût. Afin d'éclaircir ça, on va parler des affects. Éthique, livre 3, définition générale des affects. L'affect, qu'on appelle pathème de l'âme, est une idée confuse par laquelle l'esprit affirme de son corps, ou d'une partie de celui-ci, une force d'exister plus ou moins grande que celle qui était auparavant la sienne. Idée confuse par laquelle, dès qu'elle est donnée, l'esprit lui-même est déterminé à penser tel objet plutôt que tel autre. Un affect est une idée contenue dans l'esprit humain qui affirme de lui-même quelque chose. Il existe 3 affects primaires: la joie, la tristesse et le désir. Dans le cas du désir, qu'on a vu précédemment, l'esprit affirme du corps qu'il est déterminé à effectuer une action. C'est ce que vous ressentez quand vous désirez quelque chose. Dans le cas de la joie, il affirme une augmentation de sa puissance, et dans le cas de la tristesse, il affirme une diminution de sa puissance. L'objet d'un affect est soit le corps dans sa totalité, soit une partie du corps. Les affects de joie et de tristesse sont souvent issus d'affections de corps extérieurs, et notre imagination a tendance à enchaîner les images des affections avec les images des affects qui en ont découlé. Donc lorsqu'on imagine un objet, en général on imagine aussi l'affect-image qui lui est enchaîné. Par exemple, mettons que je touche un objet brûlant. En langage courant, je vais avoir mal à la main. En langage spinoziste, je vais avoir d'un côté l'idée de l'affection de ce corps extérieur sur le mien, et en parallèle je vais former une image de cette rencontre. Et en même temps, mon esprit va affirmer de ma main une tristesse. L'image de l'affection va ensuite être enchaînée à l'image de l'affect de tristesse localisé sur ma main. Dans le futur, l'idée de la rencontre entre ma main et cet objet brûlant sera donc marquée par un affect de tristesse. Autre exemple, je suis à une soirée, et une personne que je ne connais pas raconte de très bonnes blagues ou dit des choses très intéressantes. Son corps affecte le mien, et j'associe à cette affection un affect de joie. Donc l'image de cette personne sera, dans le futur, associée à de la joie. Alors, si Spinoza ne reconnaît que 3 affects primaires, le désir, la joie et la tristesse, il décrit dans le livre 3 de l'éthique de nombreux affects dérivés de ces 3 affects. Par exemple, l'amour est décrit de cette façon. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Donc cette personne qui raconte des bonnes blagues, vous allez l'aimer. La haine est décrite ainsi. La haine est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Cet objet brûlant que vous avez touché, vous allez donc le haïr. On avait parlé du regret avant dans la vidéo, et voilà comment Spinoza le décrit. Le regret est la tristesse contraire à la joie qui naît de l'absence d'une chose haïe. Mais on a vu juste avant que notre imagination associait de nombreuses images entre elles selon les nombreuses rencontres que nos corps effectuaient. Donc comprenez bien que les affects purs d'amour et de haine n'existent pas en pratique. Quand vous allez considérer quelque chose, vous allez presque tout le temps
le considérer en même temps qu'un très grand nombre d'images enchaînées, qui auront chacune une charge affective donnée. Donc en réalité, on sera tout le temps partagé entre de nombreux sentiments, de nombreux affects vis-à-vis d'un même objet. Par exemple, prenez vos amis. Les images que vous avez de vos amis sont globalement joyeuses. Donc vous aimez vos amis. Mais de temps en temps, vos amis font des choses que vous n'aimez pas. Par exemple, ils vous postillonnent dessus, ils parlent trop fort, ils boivent trop. Quand ils font ça, vous associez à vos amis des images tristes. Donc, même si globalement vous aimez vos amis, évidemment, vous les haïssez simultanément un tout petit peu, pour toutes ces choses qu'ils font et qui ne vous plaisent pas. Et l'inverse fonctionne ainsi. Prenez Adolf Hitler, par exemple. Normalement, à la base, vous ne l'aimez pas. Donc, globalement, sa balance affective est négative, elle est triste. Mais si vous regardez ensuite des vidéos où Adolf Hitler est mis en scène et que ces vidéos sont très marrantes, eh bien vous allez associer à Adolf Hitler des images chargées de joie. Donc globalement, vous allez bien sûr continuer de haïr Adolf Hitler, mais n'empêche, vous allez l'aimer un tout petit peu à travers ces images. Et voilà comment va être orienté notre désir. Par les charges affectives de notre imagination. Pour illustrer cette idée, Spinoza va nous expliquer comment arrêter de fumer. Éthique, livre 4, proposition 7. Un affect ne peut être ni réprimé ni supprimé, si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. Notre histoire vis-à-vis de la cigarette commence très tôt, bien avant qu'on essaye. Dès l'enfance, on est affecté par des images de cigarettes. Ce sont les adultes que l'on voit fumer, ce sont les héros de films que l'on voit fumer, ce sont aussi les campagnes de sensibilisation à l'école, ça peut être les interdictions de la part de vos parents. Chacune de ces affections est marquée affectivement. Les adultes et les héros de films qui fument auront tendance à marquer de joie le fait de fumer, et les campagnes de sensibilisation et les interdictions des parents auront tendance à marquer de tristesse le fait de fumer. Et il y a aussi des rapports complexes et indirects à la cigarette qui vont se mettre en place. Par exemple, mettons que deux parents sont séparés et que l'enfant ne voit son père que le week-end. Or, son père fume. Bon, lorsqu'il ira voir son père, simultanément, il sentira l'odeur de la cigarette. Donc, si l'expérience de l'odeur de la cigarette sera marquée tristement, parce que en effet, l'odeur de la cigarette pour le nez d'un enfant, en général, n'est pas agréable, le fait de voir son père sera, elle, marquée positivement. Et les deux images seront enchaînées. Donc, lorsqu'il imaginera l'odeur de la cigarette, il imaginera aussi son père. Donc, indirectement, la cigarette sera marquée de joie du fait de cette situation. Vous voyez que, avant même d'essayer la cigarette, on entretient déjà un rapport affectif complexe vis-à-vis de cet objet. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on essaye pour la première fois la cigarette ? La réponse de Spinoza est très simple, parce qu'on le désire. Alors pourquoi est-ce qu'on désire essayer la cigarette la première fois ? C'est parce que l'idée de fumer une cigarette a, à un moment donné, une balance affective positive. Alors, il y a des gens qui, de leur vie, ne se retrouvent jamais dans cette situation où la balance affective est positive. Ce sont des gens qui n'ont jamais essayé de fumer de leur vie. Pour les autres, cette situation se présente dans des contextes qui peuvent fortement varier. Ça peut être à 13 ans, lorsque les copains le font, et que l'idée de perdre ses copains est tellement chargée de tristesse que notre désir va systématiquement être orienté vers ce qui nous permet de les conserver. Ça peut être à 19 ans, lorsque la cigarette est un outil de socialisation puissant, et que tout ce qui nous permet de socialiser est fortement chargé de joie. Comme d'habitude, les situations, les affects, les imaginations varient fortement. Ensuite, le fait de véritablement fumer des cigarettes introduit deux nouvelles catégories d'affects. D'un côté, il y a tous ceux qui naissent de ce qui vous arrive simultanément, pendant que vous fumez. Par exemple, ça peut être cette soirée au bord de la mer où vous avez rencontré votre nouvelle copine en fumant. Ou ça peut être cette fois où vous avez partagé une cigarette avec votre boss et qui vous a permis de décrocher un nouveau poste. Ces scènes sont évidemment chargées affectivement, et elles vont donc venir aussi complexifier votre réseau affectif associé à la cigarette. La deuxième catégorie d'affects est, elle, liée aux molécules qui composent la fumée de cigarette et qui vont venir affecter votre corps à travers vos poumons. Donc, la molécule la plus connue, c'est la nicotine.
Si à ce moment-là vous vous dites mais c'est pas la même chose, les souvenirs c'est du domaine de l'esprit, quand la nicotine c'est du domaine du corps, du physique, je vous renvoie au premier épisode de cette série de vidéos qui vous expliquera pourquoi un souvenir et de la nicotine se situent sur le même niveau d'être. Ces molécules vont intervenir également dans votre réseau affectif. Alors on pourrait trouver d'autres objets affectifs, mais je pense que maintenant vous comprenez le schéma global. Alors, petite précision, l'intensité de ces affects varie évidemment au cours du temps. Lorsque vous venez de fumer une cigarette, l'affect associé à la nicotine varie énormément. S'il pouvait jouer positivement dans le sens de fumer avant la cigarette, après avoir fumé la cigarette, il va peut-être jouer négativement, si votre corps considère que vous avez assez de nicotine dans le cerveau. De même, le rapport affectif que vous avez à votre père varie au cours du temps. Donc son impact du point de vue de la cigarette varie également au cours du temps. Du point de vue de Spinoza, arrêter de fumer signifie faire en sorte de ne jamais avoir le désir de fumer. Il faut donc que la balance affective vis-à-vis de la cigarette reste en permanence négative. Alors comment fait-on ça ? Chaque personne ayant un réseau affectif qui lui est propre, il n'y a pas de solution commune à tous. Par contre, la méthode, elle, l'est. On va essayer d'un côté de renforcer au maximum les objets affectifs tristes et de supprimer au maximum les objets affectifs joyeux. Et on voit bien que les objets affectifs sont multiples, donc les réponses à apporter sont également multiples. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un fumeur a essayé d'arrêter en appliquant des patchs et que ça n'a pas fonctionné que les patchs ne fonctionnent pas sur lui. Ça signifie juste que l'apport affectif de la nicotine chez lui n'est qu'une partie du problème, et que même lorsque celui-ci est ôté, la balance affective vis-à-vis de l'action de fumer reste positive. Personnellement, ce qui m'a le plus aidé pour arrêter de fumer a été de réfléchir aux raisons pour lesquelles je fumais. Par exemple, je me suis rendu compte que j'associais la cigarette au fait de faire des pauses lorsque je travaillais. Et bien sûr, j'aimais faire les pauses, donc il m'arrivait fréquemment de désirer fumer une cigarette lorsque je travaillais. Mais le simple fait d'imaginer faire des pauses sans fumer m'a aidé à diminuer la consommation de cigarettes. Autre raison, je fumais systématiquement après avoir mangé, et je pensais que j'aimais ça. En réalité, ce que j'aimais, c'était simplement le moment après manger. Aussi, socialement, ça me paraissait important. Le fait de fumer offre la possibilité de s'isoler avec d'autres fumeurs et donc d'avoir des moments privilégiés. Alors là, il suffit en fait de se permettre à soi-même d'avoir des comportements sociaux alternatifs. Par exemple, proposer à quelqu'un de sortir d'aller fumer une cigarette sans fumer soi-même une cigarette, pour diminuer cet affect d'origine sociale. Donc voilà, si aujourd'hui vous fumez et que vous avez l'idée d'arrêter, et non le désir, puisque si vous aviez vraiment le désir, vous auriez déjà arrêté, eh bien, faites la chasse aux affects. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous l'avez compris, notre désir, c'est-à-dire nous dans notre intégralité, est orienté par nos affects. Et nos affects se forgent au fur et à mesure des rencontres qu'on effectue avec d'autres corps extérieurs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a tout dit ? Est-ce que ça veut dire que le bien, le mal, le savoir, la liberté, tout ça sera des concepts creux ? Bien non, parce que ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est le mode de vie selon ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance. Alors, c'est le mode de vie majoritaire que la plupart des gens adoptent dans la plupart des situations. Mais l'entreprise éthique vise à nous amener au second et au troisième genre de connaissances. Alors, quels sont ces genres de connaissances et comment on y accède ? Ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des likes, à vous abonner, ou ce que vous voulez. À bientôt.